mon pays a continué de payer un tribut insoutenable à l'insécurité entretenue dans l'est de notre territoire. Là-bas, des villes et des villages ont été ballottés au rythme des offensives, des retraits et des représailles des groupes armés soutenus par des forces étrangères. Des familles ont fui, encore et encore, emportant dans un sac le peu qu'elles pouvaient sauver, laissant derrière elles le fruit de leur labeur, les champs, les écoles, les repères, leurs racines, parfois leurs tombes. Cette crise demeure aujourd'hui encore l'une des plus lourdes au monde en matière de déplacement, avec des millions de personnes déracinées de leur espace d'origine. Je salue la résilience de la population du Nord Kivu et du Sud Kivu, et je rends hommage à nos forces armées et à nos services de sécurité engagés dans une lutte difficile, souvent asymétrique, contre des groupes armés multiples, opportunistes, enracinés dans l'économie de la prédation. Suivre la pacification du pays, restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et assurer la protection des populations civiles. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, fidèle à ses valeurs de transparence et de responsabilité, a toujours tenu le même langage. La paix ne se négocie pas au prix du mensonge et ne se construit pas sur l'impunité. Et aujourd'hui, un développement majeur intervenu récemment vient nous conforter dans cette position. Il mérite d'être considéré avec le plus grand sérieux, car il engage la responsabilité de la communauté internationale et appelle désormais des conséquences pratiques. Depuis des années, nous dénonçons, preuves à l'appui, le soutien extérieur dont bénéficie la violence armée sur notre sol. Et voici que, dans une déclaration officielle faite ces derniers jours devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, une haute représentante de la République du Rwanda a reconnu l'existence d'une coordination sécuritaire avec les rebelles de l'AFC M23. Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue ce que de nombreux rapports et de multiples partenaires relevaient depuis longtemps, c'est-à-dire l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Cet aveu constitue un tournant majeur. Il réduit l'espace du déni, clarifie les responsabilités et oblige chacun à passer des exhortations aux mécanismes d'exécution, ceux du droit international, ceux des résolutions du Conseil de sécurité et ceux des engagements politiques librement souscrits. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce point. Aucune cause, aucun récit, aucune justification sécuritaire ne peut légitimer l'occupation de fait, les administrations parallèles, les déplacements forcés, ni la prédation des ressources au détriment d'un État membre des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite attirer votre attention sur la situation humanitaire particulièrement préoccupante dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville d'Uvira et dans les localités situées au long de la plaine de la Ruzizi. Dans ces zones, des milliers de familles déplacées à l'intérieur du pays vivent aujourd'hui dans une précarité extrême, confrontées à des besoins urgents en matière d'assistance humanitaire.
À cette détresse interne s'ajoute celle de nos compatriotes ayant cherché refuge au-delà de nos frontières, en particulier au Burundi, où ils continuent de faire face à d'importantes difficultés et à une vulnérabilité persistante. Face à cette réalité, le gouvernement de la République entend renforcer la coordination avec les partenaires humanitaires, régionaux et internationaux et d'assurer protection, dignité et solutions durables aux populations affectées et de créer les conditions d'un retour durable à la paix et à la stabilité. Mais il serait illusoire de traiter l'urgence humanitaire sans regarder avec lucidité la cause première de cette souffrance, c'est-à-dire l'instabilité entretenue et la violence récurrente. Les populations de l'Est, déjà éprouvées par des décennies d'épreuves, ne peuvent plus être condamnées à ce cycle tragique où chaque avancée diplomatique se trouve aussitôt neutralisée par des replis tactiques, des provocations nouvelles ou des offensives déguisées. Les développements récents sur le terrain, y compris autour d'Uvira, rappellent à quel point la situation demeure fragile et combien la mise en œuvre des engagements pris doit être rigoureuse, suivie et vérifiable. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Je tiens à cet égard à exprimer notre gratitude à son Excellence le Président João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, pour ses bons offices, son sens de l'équilibre et son engagement constant en faveur de la paix dans notre région. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Cependant, je le dis avec la même clarté, ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. Comme je l'ai dit lors de mon dernier discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, la justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Notre main demeure malgré tout tendue pour une paix véritable. Mais une paix véritable suppose des actes vérifiables, comme l'arrêt immédiat de tout soutien aux groupes armés, le retrait des forces étrangères du territoire souverain de la République démocratique du Congo et la fin des zones grises, le respect strict des mécanismes régionaux et internationaux et la restauration effective de l'autorité de l'État congolais sur l'ensemble du territoire national. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'ouverture que nous avons pris part ces derniers mois aux efforts diplomatiques conduits sous facilitation internationale. Nous avons soutenu
et nous continuerons de soutenir toute initiative crédible visant à faire taire les armes et à remettre la région des Grands Lacs sur le chemin de la confiance. L'année écoulée a, à cet égard, marqué un tournant. D'importantes démarches ont été engagées pour prévenir l'embrasement régional et réaffirmer le primat du droit. L'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 a constitué une étape majeure. Pour la première fois, les responsabilités dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo ont été établies de manière explicite, dissipant toute ambiguïté sur la nature de cette agression et sur les obligations qui en découlent. Cette clarification a été consolidée par la résolution 2808 adoptée le 19 décembre 2025, renouvelant jusqu'au 20 décembre 2026 le mandat de la MONUSCO en réponse à la dégradation persistante de la situation sécuritaire, notamment marquée par la résurgence du M23. Ce mandat réaffirmé met un accent prioritaire sur la protection des civils en danger immédiat, le soutien au processus de désarmement, démobilisation et réintégration, le DDR, des membres des groupes armés, l'assistance à la réforme du secteur de la sécurité, le SSR, et l'appui aux institutions congolaises ainsi que le soutien à l'instauration et à la consolidation d'un cessez-le-feu permanent, y compris à travers l'accompagnement des mécanismes de suivi des processus politiques. Nous saluons à cet égard l'engagement de la communauté internationale à accompagner la République démocratique du Congo dans la protection des civils et la stabilisation des zones affectées. Ainsi, la résolution 2773 a posé les bases d'un cadre politique et juridique clair, fondé sur la vérité des faits, la responsabilité des acteurs et la protection des populations, cadre qui a été par la suite consolidé et prolongé par la résolution 2808. C'est dans ce contexte de clarification et de mobilisation internationale renforcée que s'inscrit la dynamique diplomatique ayant conduit à la signature de l'accord de Washington du 27 juin 2025. Je veux saluer à cet égard l'implication directe du président Donald Trump, dont l'engagement a permis de créer les conditions politiques nécessaires à l'ouverture puis à l'aboutissement de ce processus dans le respect du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité.